Et l'invité ce matin, Nicolas Dufourcq, directeur général de la BPI France et auteur de la désindustrialisation de la France. Merci beaucoup. Oui, ce n'est pas si évident que ça. Aux éditions Odile Jacob. Bonjour Nicolas Dufourcq. Bonjour. Et la BPI, on rappelle, c'est la banque publique d'investissement, évidemment, que vous dirigez. Oui, absolument. Alors, est-ce que la France est foutue ? Question cash que l'on peut se poser à la lecture des premières pages de votre livre. Que tout le monde, je dis tout le monde, devrait lire avec ou sans connaissance économique. C'est à la portée de tous. Avant de vous interroger, je vais reprendre quelques passages pour planter un peu le décor. Entre 95 et 2015, le pays, c'est vous qui l'écrivez, le pays s'est vidé de près de la moitié de ses usines. Des vallées industrielles ont été rayées de la carte. Les 35 heures ont abîmé l'image de la France à l'étranger où l'on s'esclaffe. Les élites administratives et financières parisiennes se sont trompées, et notamment sur l'euro. On n'a pas voulu voir la réalité. Même les médias de l'époque n'en parlaient pas. Autrement dit, c'est l'une de vos conclusions. En 20 ans, le pays est allé dans le mur au niveau de la désindustrialisation, avec toutes les conséquences que l'on sait. On a accepté le chômage de masse. Alors tout n'est pas noir dans votre livre aussi, parce qu'il y a des pistes pour s'en sortir, mais quand même, c'est du parler vrai. Alors question ce matin, Nicolas Dufourcq, est-ce qu'au-delà de la guerre Russie-Ukraine, on ne paye pas aujourd'hui des erreurs stratégiques où l'on était obsédé finalement par le monde financier et les cabinets de conseil? D'accord, vous aussi. Mais... Alors... Oui, c'est un peu ce que vous dites dans votre livre. Oui. Non, un tout petit peu plus compliqué en ce sens que, par exemple, moi j'ai voulu savoir si l'euro était responsable. Oui. Bon, quand on interroge les entrepreneurs, j'ai interrogé 47 personnes quand même qui avaient vécu la désindustrialisation et qui sont les survivants. Aucun ne dit l'euro m'a posé problème. Aucun. Tous disent l'euro fantastique. L'euro m'a simplifié la vie. Je n'en pouvais plus des dévaluations des Italiens. Les Italiens avaient dévalué de 50%, rendez-vous compte. Les Espagnols avec la pesetas, les Portugais avec les scudos, c'était 80% de dévaluation. Donc du jour au lendemain, votre PME n'était plus compétitive du tout. Ils n'en pouvaient plus. Donc l'euro, bonne nouvelle. Je voulais le savoir, l'entendre de vive voix de la part des entrepreneurs. En revanche, là où effectivement il y a eu une contre-indication totale, c'est que on a totalement sous-estimé la mondialisation à partir de l'an 2000. On a pensé que la Chine serait une puissance moyenne, que la Chine ça serait 2 Japons alors que c'était 25 Japons. Et on s'est pas du tout protégé. On s'était pas préparé et on s'est pas protégé. Voilà. Est-ce qu'on a péché par naïveté en se disant qu'on était dans un pays merveilleux et qu'on pouvait tout se permettre en France? Alors c'est un vrai problème d'imaginaire français qui refuse de voir le réel en face. Manque de bon sens, on va le dire. Manque de bon sens qu'on ne trouve pas dans d'autres nations qui sont nos voisins, comme les Allemands, les Suisses, qui sont un très grand pays industriel. La Suisse, mais même les Italiens, les Hollandais, les Danois, les Français sont parfois quand même très spirituels et donc dans l'imaginaire. Et ils étaient dans l'imaginaire de la société servicielle. Tout le monde bosserait dans les services. Et c'était formidable. Sauf que ça marche pas un pays dans lequel il y a que des services. Et Nicolas Dufourcq, vous dites aussi que finalement c'est de la responsabilité de tous. C'est ça. Du plus haut niveau au plus bas. D'ailleurs, quand vous dites les élites, je voudrais faire un point là-dessus. C'est-à-dire que il faut vraiment comprendre que... Parce que vous faites partie des élites aussi. Oui, mais absolument. Mais attendez, il faut le dire. Vous avez fait HEC, de brillantes études, voilà. Les élites, c'est ceux qui commandent. Ensuite, il faut regarder d'où viennent ceux qui commandent. Ils viennent des profondeurs de la société française. C'est pas du tout une société d'héritiers. Donc ce point-là, je veux le rétablir. Donc il y a effectivement le monde dirigeant, on va l'appeler comme ça, l'opinion publique dirigeante, qui a pensé dans les années 2000 que le libre-échange ne ferait aucun dégât. Qu'en fait, ça allait aller. C'était une idéologie. Et cette idéologie, en fait, était naïve. Alors pourquoi est-ce qu'on est tombé dans ce chaudron idéologique? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Voilà. Et pourquoi, d'ailleurs, à l'époque, le mot souveraineté était un gros mot? Alors, il n'était pas du tout un gros mot pour la France des années 70-80, avec une vraie politique industrielle colbertiste, les grands groupes, les grands projets, le TGV, l'énergie nucléaire, etc. Et puis progressivement... Là, c'était même une fierté. C'était la fierté française, c'était le modèle français. Sauf que nos partenaires européens, à cette époque, à la fin des années 90, détestaient la politique industrielle à la française parce qu'ils l'assimilaient à nationalisation, nomination fonctionnaire à la tête des grands groupes industriels. Pour eux, c'était l'horreur. Et donc, quand la France est devenue très européenne à la fin des années 90, début des années 2000, avec l'entrée de le marché unique européen de 92, vous vous souvenez, puis l'euro, la France, finalement, est rentrée dans le rang
des doctrines de ses voisins, qui ne voulaient pas de politique industrielle, qui ne voulaient pas entendre parler de souveraineté. Les Allemands ont été encore plus naïfs que nous sur la question de la souveraineté. Hein. Regardez ce qui se passe sur l'énergie aujourd'hui. Oui, mais ils avaient un maillage qui leur a permis de tenir et une formation professionnelle, etc. Ils pouvaient se permettre ça. Ils pouvaient se le permettre parce qu'ils avaient un tissu industriel local qui était lui-même très protégé contre les influences idéologiques dont on a parlé tous les deux tout à l'heure. Voilà. Et donc eux, ils ont effectivement déroulé un agenda industriel avec de la compétitivité, tout ce que la France n'a pas fait à l'époque, et tout ce que la France a commencé à faire seulement, grosso modo, à partir de 2010. Oui, il y avait un certain dédain pour, par exemple, de l'éducation nationale aussi pour tout ce qui était industriel, quoi. Alors ça, c'est quelque chose qui méritera d'être creusé et expliqué, effectivement. Vous aviez plusieurs générations de professeurs des lycées professionnels et des centres d'apprentis qui étaient des compagnons, qui connaissaient tous ces métiers. Ah oui. Les métiers qui nous manquent aujourd'hui, quand vous pensez que le nombre de soudeurs capables de traiter le centrale nucléaire se compte en quelques dizaines, pas plus. Et donc, ils sont partis à la retraite. Et ils ont été remplacés par de nouvelles générations de professeurs qui étaient plutôt dans le monde du service. Quantité de plateaux de centres d'apprentis qui étaient consacrés aux métiers d'industrie ont été fermés, remplacés par des plateaux consacrés à la formation aux métiers des services. Et aujourd'hui, on paye tout ça. Alors, la réforme de Jean-Pierre Chevènement, 80% d'une classe d'âge au niveau du bac, il n'a jamais dit au bac, hein, au niveau du bac, oui. On peut considérer qu'elle a été dévoyée. L'idée était de donner son heure de gloire à l'enseignement professionnel et de dire l'enseignement professionnel, c'est aussi bien que l'enseignement généraliste. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le monde de l'éducation nationale a inversé le truc. Il s'en rend compte aujourd'hui. Oui. Nicolas Dufourcq, avant de voir si aujourd'hui on est capable de réindustrialiser ou pas, vous qui connaissez aussi le monde des entreprises, nos PME là, est-ce qu'elles sont prêtes à affronter une crise telle qu'elle se présente avec l'explosion des prix de l'énergie ? Bon, évidemment, excellente question. Vous avez vu les annonces qui ont été faites hier. Donc, pour toutes les PME qui sont en dessous de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, plafond. Donc, c'est le bouclier tarifaire qui va coûter encore 16 milliards d'euros à la collectivité en 2023. Hein. Les PME qui sont au-dessus, bon, il y en a pas mal qui se sont couvertes. Et il y en a effectivement certaines qui ne se sont pas couvertes et qui sont en grande attente. Mais parce que j'ai vu des SOS hier soir de patrons, de chefs d'entreprise en disant attendez, nous, on n'est pas tous compris dans ce bouclier. Vous avez totalement raison, évidemment. Et donc, on va observer comment évoluent les tarifs d'ici à la fin de l'année, parce que les tarifs, il faut voir que ce sont des tarifs anticipés. On est sur un marché comme sur un marché financier. Donc, il faut piloter ce marché. Il est totalement irrationnel. Il n'y a aucune raison pour que l'électricité soit au prix de marché auquel il est aujourd'hui. Aucune. Les capacités de production françaises et européennes sont là pour que le prix soit plus faible. Donc il faut piloter ce marché, c'est ce que l'État... Comment éviter la casse alors de ces PME là avec cette crise ? Alors d'abord, il faut voir que on est loin de décréter la catastrophe. Oui. Bon, ça, il faut quand même le dire aux Français. Les comptes des entreprises sont bons, les carnets de commandes sont très souvent plein. Les réserves accumulées pendant toute la crise du Covid avec le budget, etc. sont importantes. Les entrepreneurs sont formés, résilients, c'est des gens exceptionnels et donc, passez-moi l'expression, mais ils serrent les fesses. Et donc, il n'y a pas panique à bord. Sauf qu'ils ne trouvent pas forcément du personnel. Alors, là, c'est l'un des gros problèmes du moment. Bon, le premier moment, c'est qu'on trouve pas de personnel, on trouve pas d'acier, il y a plein de choses qu'on trouve pas. Effectivement, bon, ça effectivement, on est dans une crise des intrants, on va dire. Donc nous, BPI France, on est à la manœuvre, évidemment, avec tous nos clients, avec lesquels on parle toute la journée. Vous allez les accompagner, là? On les accompagne tout le temps. Dans 15 jours, je vais parler à 1500 entrepreneurs pour leur parler justement du prix de l'électricité. Les rassurer, voir ce qu'on peut faire avec eux. C'est des dialogues interactifs extrêmement nourris. Parce que cette crise énergétique, elle risque de ralentir l'activité aussi. Cet hiver ou pas, non ? De toute façon, l'activité va ralentir. On a connu une année 2021 exceptionnelle. On oublie de célébrer, mais 2021, on a quand même fait 7% de croissance. C'était la catapulte économique en France. On n'avait jamais vécu une atmosphère avec une température aussi élevée dans l'économie française. Bon, l'année 2022, ça va être une belle année. Le premier semestre est très bon. Les comptes sont incroyables. Et pas seulement des grandes entreprises. Ça va, quoi. Et donc, le second semestre va ralentir. On va avoir 2 trimestres qui sont des trimestres à zéro. Peut-être moins quelque chose. Et on va avoir un 2023 qui sera plus 1. Donc, c'est loin d'être la cata, C'est loin d'être la cata, c'est tout. On est en train d'atterrir d'un moment qui était un moment d'exubérance. Alors non, mais il y a peut-être un discours trop anxiogène, là, alors non, par le pouvoir, non ?
Enfin, le pouvoir. Ce qui est anxiogène, évidemment, c'est la quantité d'argent public qu'on est obligé de mettre pour défendre le pouvoir d'achat des Français. Donc ça, c'est de la dette qui monte. Non, mais quand même, les autorités, enfin, tel le discours, c'est, enfin, vous devez avoir peur, quoi, grosso modo, en permanence, quoi. C'est ce qui est donné. Et là, c'est mauvais pour la confiance. Et puis, non. Bah, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut surtout pas, en effet, c'est parce que je pouvoir dire aux Français, ayez peur. Et il faut leur dire, n'ayez pas peur. Ouais. Moi, c'est l'inverse que je dis. C'est-à-dire que je prends de plus en plus la parole pour dire aux gens, attendez, les protections sont de plus en plus profondes. Chaque année, on rajoute des protections nouvelles qui sont légitimes et importantes. Et par conséquent, on peut prendre plus de risques en France qu'avant. C'est l'inverse. Mais alors pourquoi vous dites la France macère? C'est le terme que vous utilisez. Ça veut dire quoi ça veut dire non, mais effectivement j'ai dit ça. Dans une tribune récemment. Dans une tribune, j'ai dit que, et c'est la conviction de moi-même et de tous nos collaborateurs chez BPI France, c'est quand même 6000 maintenant à travailler au profit des entrepreneurs, c'est qu'il y a quantité de Français qui sont pas à leur potentiel, qui se réveillent à 6h du matin en se disant je suis en train de passer à côté de ma vie. C'est ça que je veux dire. Et c'est crève-cœur, c'est tout. C'est des auteurs qui écrivent pas leurs romans, quoi. Et donc, ce que je pense, ce qu'on est très très nombreux à penser, c'est que si la France était à son potentiel, mais on serait un pays incroyable. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas à son potentiel? Parce qu'il y a quantité de gens qui ont peur. Et qui ont peur. Et puis d'autres, on dit aussi qu'il y a une perte du goût de l'effort. Dans notre société aujourd'hui. Ça va ensemble? Ben oui, c'est-à-dire que quand vous avez peur, vous voyez bien ce que c'est que l'absence du désir. Voilà, et donc il faut traiter la question du désir. Quand vous êtes dans le désir, vous êtes dans l'effort. Tout s'enchaîne. Et donc, ça crée beaucoup de responsabilités pour les gens qui sont chefs, hommes et femmes. Il faut, là aussi, le problème, c'est la motivation. Quand vous êtes motivé, il n'y a pas de problème d'effort, vous travaillez 70 heures par semaine. Nicolas Dufourcq, en 2 mots aussi, il y a quand même des secteurs où il y a des raisons d'espérer pour l'avenir. C'est ce que vous décrivez dans votre livre, quoi, où finalement on a raté la désindustrialisation, donc on s'est planté. Mais là, demain, il y a quand même, on n'est pas mauvais sur certains secteurs. Non, mais il se passe quelque chose en France en ce moment. Hein. Enfin bon, la BPI c'est toujours un trésor de bonnes histoires, de belles histoires d'entrepreneurs qui réussissent. Vous voyez que les belles histoires. Moi je vois des choses extraordinaires. Et effectivement, j'aimerais qu'on les voit beaucoup plus sur la scène publique. Mais vous avez des générations nouvelles d'entrepreneurs et pas seulement les start-upers de la French Tech du tout. Vous avez des entrepreneurs de l'industrie qui sont en train de faire monter des usines. J'en ai inauguré une la semaine dernière à Angers qui était magnifique, énorme. Ça, on relocalise aujourd'hui des activités où on ouvre des activités. Relocalise. Il y a des usines. La semaine dernière, j'ai vu un entrepreneur qui est venu me voir, qui dirige une entreprise qui s'appelle Didactique, qui est dans la région du Havre. Bon, il fait des perfuseurs, vous savez, dans les hôpitaux, quand vous faites perfuser, il y a des espèces de fils plastiques, là. Bon, jusqu'ici, on fabriquait tout ça en Chine. La Chine, vous c'est ça, 15 centimes le perfuseur. On relocalise. Même ça, on relocalise. Voilà. Et puis c'est important pour nous, pour notre souveraineté, pour notre indépendance, Nicolas Dufourcq. Pour notre fierté. Pour notre fierté aussi. Absolument. On peut pas continuer de vivre dans un monde où tous les objets qui nous entourent n'ont pas été faits chez nous. Il faut qu'un minimum, on soit fier de ceci, de cela. Et on peut le faire puisque la Chine est beaucoup plus chère qu'avant. La techno, nous l'avons. La fécondité, l'innovation, l'intelligence française, elle est éternelle. Elle est là. Et puis, les soutiens aux entrepreneurs en France sont massifs. Voilà pourquoi il ne faut pas avoir peur. Voilà, je posais la question en début de cet entretien, Nicolas Dufourcq. Est-ce que la France est foutue? Vous répondez non, même si on a commis beaucoup d'erreurs, justement. Il faut s'inspirer un petit peu de tout ça. Allez travailler dans les épreuves et dans les échecs. Allez travailler dans l'industrie et les entrepreneurs autour de la BPI le 6 octobre prochain à Bercy. 50 000 entrepreneurs dans le stade. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Nicolas Dufourcq. Et je vous conseille donc ce livre, La désindustrialisation de la France. C'est aux éditions Odile Jacob. Dans un instant, notre débat, Françoise Degois, Elisabeth Lévy et puis la revue de presse.